Bonsoir, le Made in Africa, réalité, avantages et inconvénients, c'est le thème de Tribune du mardi de ce soir. La présence d'une touche africaine dans notre quotidien, dans l'habillement, la décoration entre autres. Et pour en parler, je suis entouré d'acteurs du secteur, notamment Madame Nyan Aïcha, Bamba Sow Design, et en ligne avec nous sur ce plateau, Khalil Diouf depuis le Mali, il est acteur culturel, mais aussi Massamba Diop. Madame Nyan, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, merci à vous de me recevoir. Bamba Sow Design, connu des Sénégalais, bonsoir. Bonsoir, je suis très content d'avoir été invité ici sur ce plateau. Ouais. Merci. Et c'est pour parler d'un secteur que vous connaissez bien. Je l'ai dit tout à l'heure en ligne avec nous, Khalil Diouf depuis le Mali. Monsieur Diouf, bonsoir. Khalil Diouf, bonsoir. Khalil ne nous entend pas, mais certainement, Massamba Diop est avec nous. Monsieur Diop, bonsoir. Voilà, quelques soucis avec nos hôtes de l'application Zoom qui vont nous rejoindre sur ce plateau. On va démarrer cette émission, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons discuter du Made in Africa. C'est l'enjeu de taille dans ce monde de globalisation, d'interconnectivité de tous les secteurs. Et nous parlerons de la décoration, de la bijouterie notamment, mais aussi du style et de la couture avec notamment Bamba Sow Design. Madame Nyan, vous êtes dans la décoration. Est-ce que là, on peut sentir une touche africaine dans la décoration de nos milieux, de nos maisons et autres? Oui, donc nous sommes dans la fabrication de mobilier sur mesure. Ouais. Et de plus en plus, on peut voir que les consommateurs, sénégalais ou expatriés, ici au Sénégal et dans les autres pays d'Afrique, aiment inclure et intégrer des éléments de décoration locaux qui sont faits avec des matières locales, transformés par nos artisans chez eux. Est-ce que c'est souvent vous qui faites la proposition ou bien le client vient avec, soit au niveau de sa culture, des options de décoration par exemple? Donc, la plupart du temps, les clients viennent à nous avec leurs idées de fabrication. Donc, nous les accompagnons de la conception à l'idéation, à la production, jusqu'à la livraison et au suivi. D'accord. Donc, nous proposons aussi nos propres designs. Là, en ce moment, nous avons une boutique au Mamel qui bientôt ouvrira ses portes où nous proposerons du prêt à poser. D'accord. Voilà. Donc, le client n'aura plus à attendre la fabrication de son article qui prend souvent beaucoup de temps. Vous prenez les devants. Voilà, c'est ça. On prend les devants. Il pourra directement venir en boutique et l'acheter en boutique. Et selon les cultures en serrure, par exemple, va commander des ustensiles, par exemple, de cuisine serrère, ou bien un peul va commander quelque chose qui va avec la culture peul, notamment. Oui, je l'espère. Petit à petit, on intègre des articles à notre offre et on fabrique un peu de tout. Nous fabriquons des chaises, des tables à manger, des luminaires, des canapés, des poufs, mais tous dans un esprit vraiment contemporain. Donc, la base même de l'article, l'africanité même de l'article provient de sa provenance. Donc, provient de là où on a sourcé, donc outsourcé en anglais, l'article. D'accord. Voilà. Donc la matière première vient souvent des forêts de Casamance, vient souvent des forêts de Côte d'Ivoire avec le bois Iroko. On a aussi le bois de Djimbe ici communément utilisé. Et donc toute cette offre-là est proposée et tout dépend vraiment des préférences du client. Exactement. Que vous soyez Peul, que vous soyez Sérère, que vous soyez Wolof, que vous soyez même allemand, vous y trouverez votre compte. Voilà, et ça colle bien avec le thème de notre émission, le Made in Africa. Bamba, est-ce que le même fait est senti au niveau du stylisme, de la couture? Est-ce qu'aujourd'hui un Peul, par exemple, va vouloir s'habiller en tant que Peul? Vous savez, donc présentement, nous avons remarqué que le Made in Afrique au Sénégal est pratiquement très sollicité. Quand on voit dans notre plateau présentement qu'on est habillé typiquement africain, donc là ça montre tout simplement que déjà on a pris de l'avant à travers le monde, parce qu'on montre carrément qu'on est des Africains. Donc pour ce qui concerne les Peuls, Sérère ou Diola, je pense que nous avions toutes sortes d'ethnies. Donc pratiquement, bon,
ce que je porte, le Diola peut porter ça, donc le Serer, le Mandingue. Voilà quoi. Même les plans. Par contre, parfois tu vois que tu es en déplacement en Europe ou genre, des plans viennent vers vous pour passer leur commande. Donc on peut dire que c'est senti cette tendance-là à aller vers les produits africains, le Made in Africa. Est-ce que vous... Oui, parce que comme je le dis tantôt, le Made in Africa, donc c'est du tradi moderne. Parce que déjà, il y a 2 touches qu'on a mis en métissage. Donc du coup, chacun d'entre nous parmi les autres nations, donc peut y trouver son gain, quoi. Vous voyez un peu. Donc pour moi, donc là, ça ne fait que du bien en voyant que tout le monde sollicite nos produits. Et on parlera certainement de la rentabilité de cette touche africaine-là. Madame Niang, vous alliez développer sur les produits de décoration. C'est souvent quel produit exactement? Les produits de décoration sont les produits d'usage utilitaire. Le bois, certainement. Voilà. Le bois, nous utilisons différents types de bois dans la fabrication de nos produits de décoration. Et il y a, encore une fois, le bois de Dimbo. Il y a différents types de bois que les consommateurs ne connaissent pas. Donc on essaye de faire un travail d'éducation aussi dans ce sens. Il y a le bois de fraqué, il y a le bois de pin, qui n'est souvent pas utilisé. On parle souvent négativement du bois de pin, alors qu'il est très solide. C'est un bois massif. C'est un bois qui s'apparente aussi au bois de chêne qu'on utilise en Europe. Mais qu'on peut retrouver dans nos forêts à nous. Voilà. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, l'offre est élargie? Parce que quand on connaît les communautés africaines, souvent la décoration n'était pas au premier plan de ce qui nous préoccupe dans la maison. Est-ce qu'on a une offre qu'on peut présenter à la clientèle pour une décoration à l'africaine? Ah oui, on a une grande offre. Et nos artisans sont là. Il y a plus de 120 corps de métier artisanal au Sénégal. Partout où on va, on peut trouver un menuisier, on peut trouver un vannier. Dans les autres localités du Sénégal, il y a de plus en plus de vanniers aussi qui y travaillent. L'offre est là. La demande aussi. Mais le problème est que l'offre n'est peut-être pas une offre qui suit les normes de qualité du client, ainsi que les attentes du client. Souvent, c'est ce qui fait défaut, je ne dirais pas la finalisation, mais la qualité du produit. Effectivement. Effectivement. Il y a beaucoup de clients qui se plaignent de la qualité du produit, et ce n'est pas de la faute des artisans, parce que les artisans savent ce qu'ils font. Ils ont un savoir-faire qui est étonnant, et cela provient des anciennes générations, en fait. Donc là, aujourd'hui, on essaye de donner les outils aux artisans à travers des formations. La DPME fait très bien son travail dans ce sens. À travers aussi un appui. Les particuliers comme moi, lorsque je passe une commande, je m'assure que la commande soit bien faite de A à Z, quitte à passer mon temps chez les artisans pour qu'ils se rendent compte que la finition, c'est à la fin de la journée 90% du travail. Exactement. Mono liguey, ben article, jusqu'à la fin, préparer bail finition. Parce que le client, c'est l'image même du produit. C'est ce qu'il regarde. C'est l'image du produit. C'est la finalité du produit. Maintenant, au-delà du produit qui peut être africain, sénégalais, ivoirien ou burkinabé, est-ce que le produit fini est africain? La chaise, là, par exemple, est-ce que dans la culture africaine, on dispose de chaises qui est typiquement africain? Bien sûr, nous avons des sièges qui proviennent du Zimbabwe, des sièges royaux. Nous avons des tabourets bamileke, nous avons des tabourets sénoufo qui nous viennent aussi de Côte d'Ivoire. Ce sont des sièges qui étaient utilisés dans le temps pour les femmes lorsqu'elles allaient faire leurs usages quotidiens, le linge, la cuisine, s'occuper des enfants et s'asseoir sur ces tabourets-là. Donc ce sont des articles à utilisation utilitaire. Aujourd'hui, on les voit de plus en plus à l'étranger. Ils sont vendus hyper chers à l'étranger, alors que nous ne les vendons pas nous-mêmes sur notre marché. Ça, je trouve ça dommage. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'artisans qui travaillent en tant que... qui déclinent ces articles-là, donc qui fabriquent les mêmes articles avec d'autres matières, des matières différentes qu'on ne retrouve pas
ici, parce que le tabouret sénoufo, par exemple, il est fait en bois sénoufo, qui provient du Gabon ou même de Côte d'Ivoire. Là, ces artisans-là les fabriquent en bois de djimbe ou autre bois, parce qu'il y a une demande. Il y a aussi un intérêt par rapport à ces articles-là. Malheureusement, ce sont surtout les expatriés qui achètent les articles. Là, vous parlez de la consommation locale et on nous allons venir à ça. Bamba, je rappelle que nous sommes aussi avec Khalil Diouf, qui est acteur culturel établi. Il est sénégalais établi au Mali et en Guinée, mais aussi Massamba Diop qui est toujours avec nous en ligne. Et nous aurons l'occasion de les faire intervenir. Bamba, au niveau de la culture, vous l'avez dit, hein, nous sommes tous habillés à l'africaine, au-delà des tissus qui souvent ne sont pas du continent africain. Est-ce que même le style là, c'est typiquement africain? Ben, au moment où il y a du métissage, au moment où c'est confectionné ici, au Sénégal par exemple, donc c'est typiquement africain. Même si le tissu ne provient pas du Sénégal. Voilà, c'est ça. Parce que déjà, ce que je porte d'ailleurs, c'est du Getzner. Qui est importé. Qui est importé. C'est pas fait en Afrique, n'est-ce pas? Donc ce que vous portez aussi, c'est pas fait en Afrique. Donc du coup, ce qui est plus important, c'est les artisans africains qui montrent le savoir-faire sur le tenue au finish. Je pense que c'est ce qui est plus important. Mais est-ce qu'à l'époque où nous sommes, on ne devrait pas dépasser ce stade-là, fabriquer nos propres tissus, avoir nos propres outils, comme disait Thomas Sankara? Vous savez, on a nos propres tissus parce qu'on a du pain tissé qui est fabriqué ici. À l'époque, on avait Sotiba qui est fermé. Et puis voilà. Serigne Mboup a tenté de rouvrir Sotiba à Kaolack. En fait, c'est pratiquement à l'état d'y penser, n'est-ce pas? Parce que déjà, un pays qui produit du coton et tout, donc on aurait pu avoir des tissus qu'on confectionne ici même, en Afrique ou bien pratiquement au Sénégal. Et on parlera de cette main-d'œuvre-là, l'outillage avec Anamon. Vous avez tout à l'heure cité l'ADPME qui accompagne ces petites et moyennes entreprises. Mais sur la création même, est-ce qu'au-delà de ce modèle-là, il y a des modèles typiquement africains, le Farumbam par exemple, le Djampoud? Est-ce que vous savez, on est au XXIe siècle. Et puis, ce que nos grands-pères portaient ou bien nos grands-mères, maintenant on ne peut plus le porter en allant pour répondre à des invitations, par exemple aux soirées de gala ou genre, parce que les Farumba ne sont pas faits pour aller dans les soirées de gala quand même. Vous voyez un peu. Donc, dès l'instant que c'est notre culture, on devrait pouvoir. On voit toujours le Dalai Lama s'habiller. Comme je vous dis, on est au XXIe siècle. Nous ne sommes plus aux années 60. Parce que les Tchaya, les Farumbam, comme s'habillaient nos grands-mères, en grand boubou, c'est pas un grand boubou comme grand boubou, parce qu'à l'époque, leur grand boubou, elles mettaient 4 pagnes, 2 robes, attachées au niveau du... Donc voilà, maintenant on ne porte plus. À part chez les Lébou peut-être, et ça sera typiquement ou bien uniquement au moment où il y a les fêtes de Tchossan ou genre. Voilà, donc là, je me dis que franchement, pour les designers qui sont présentement à la mode, je vois qu'ils ont relevé un grand défi. Parce que quand ils font porter la population, leurs produits, c'est des pas. Mais est-ce que le défi est aussi grand si on part en Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont réussi à imposer leur mode vestimentaire. Au Nigeria, par exemple, ce costume africain-là, c'est typiquement nigérien. Est-ce qu'aujourd'hui, le designer sénégalais a réussi à imposer cela? Écoute, je tenais à vous rappeler, mon cher frère, que moi, Bamba Soul Design, au moment où je voyage à travers le monde, ou bien dans la sous-région, avec mes produits, en rentrant, les fils de ce pays me demandent de leur vendre ce qui reste en gros pour qu'ils puissent le revendre. Tout récemment, j'ai fait Burkina, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'étais en Gambie il y a moins de 2 semaines. Et pourquoi, quand je voyage là-bas, quand je fais des tournées, leurs autorités, les personnalités viennent solliciter mes produits? On peut être une dizaine d'entreprises là-bas. Mais quand j'arrive quand même, il y a l'originalité. Il y a une signature sénégalaise. Il y a non seulement une signature sénégalaise, mais contrôle de qualité, finition, finesse et tout. Quand tu exposes la tenue, donc les gens voient que là, c'est de la haute couture. Parce que quand tu vends des tenues à 250 000, 300 000, 400 000 quand même, et que les gens l'achètent, donc là, tu vois que
c'est quelque chose de bien quand même. Et ça fait plaisir. D'accord. Madame Nia, est-ce qu'on ne sent pas une fierté sur les paroles de Bamba? Est-ce que l'Ivoirien, comment dirais-je, les autres nationalités ont réussi à imposer leur mode vestimentaire? Est-ce qu'au Sénégal, on peut dire cela? Est-ce qu'ils ont réussi, les designers-là, à créer des habits typiquement sénégalais? Je pense, oui. Et je reprends les propos de M. Bamba, qui est assez fier aussi du port des nationaux, des tissus nationaux sur eux. Je pense qu'il y a pas mal de designers, un peu comme Womat, qui est là ce soir. L'artisane, il y a Papy, l'entrepreneur. Il y a différentes marques modernes en ce moment, comme aussi Karim Inoussa, Lichia, dont vous avez parlé tout à l'heure. Inoussa fait un très bon travail dans ce sens. Il fait un travail de broderie à la main. Il utilise des matières premières locales aussi pour pouvoir orner ses habits. Et on voit qu'il y a beaucoup de demandes dans ce sens. Parce que les gens reconnaissent la valeur derrière le travail fait main. Ils reconnaissent la valeur derrière le tissage. Ils reconnaissent le savoir-faire que ces personnes-là utilisent pour filer, tisser le coton, lorsqu'on utilise le coton, ou pour tisser le pagne, pour utiliser les machines à tisser et les métiers à tisser pour tisser les fabriques qu'on a là aujourd'hui. Aïssa John fait aussi un très bon travail dans ce sens, dans la valorisation de ces savoir-faire-là. Et on sent la solidarité entre acteurs de l'artisanat, entre Madame Nia et Bamba Sow Design. On va poursuivre, vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'outillage, les éléments de travail. Est-ce que là aussi, ce n'est pas quelque chose qui peut freiner le Made in Africa? On sent que nos artisans ont beaucoup de peine à manier le produit qu'ils peuvent utiliser. Oui, il n'y a pas trop d'outils à la disposition des artisans en ce moment. Pour me cantonner au secteur dans lequel je suis, les menuisiers ont beaucoup de mal à innover dans leur travail parce qu'ils utilisent des outils très précaires et obsolètes. Ils ont l'habitude d'utiliser ces outils-là. Ils ne sont pas dans la recherche et dans l'innovation. Ils sont dans le travail. Des Nignafé. Ils sont dans la production parce qu'ils ont une famille à nourrir à la fin de la journée, à la fin du mois. Ils n'ont pas le temps d'aller s'asseoir en formation et apprendre comment utiliser des machines qu'ils n'ont même pas à leur disposition. Donc c'est important qu'on puisse bénéficier de subventions, qu'on puisse bénéficier de soutien afin de pouvoir importer ces machines-là et de donner aux artisans les formations dans ce sens-là afin qu'ils puissent améliorer ces finitions-là que l'on déplore autant en fait. Ils ont tout simplement besoin d'appui dans ce sens. Et si on fait maintenant, est-ce qu'on sent l'accompagnement des pouvoirs publics de l'État? Vous avez dit tout à l'heure de l'ADPME, l'ANAMO aussi est là, la maison de l'outil dirigée par Maodo Malick Mbaye. Est-ce qu'on sent l'accompagnement des pouvoirs publics de l'État pour ces artisans-là? Oui, on le sent, bien que ce soit encore de petits pas, de tout petits pas. On sent un petit changement dans ce sens. Je sais que dans le secteur des tailleurs, dans le secteur aussi de la menuiserie, il y a de plus en plus d'actions qui sont faites. Mais je pense que c'est toujours aux particuliers, aux entreprises privées, aux personnes comme Bamba, comme moi, qui sont à la tête de leur équipe, de leur transmettre un savoir, de leur transmettre aussi une manière de faire. De leur apprendre que, comme il disait tout à l'heure, nous sommes au XXIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde industrialisé. Nous sommes en compétition avec des têtes de file, comme Ikea et autres, qui fabriquent des articles qui fabriquent des articles de manière, comment dire, pérenne, qui fabriquent beaucoup d'articles en même temps. Et donc, nous avons le luxe de fabriquer des articles qui soient durables, parce que le souci de l'industrialisation, c'est que puisqu'on cherche à fabriquer beaucoup, et en masse, voilà, en masse c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, fabrique en masse, la qualité n'est pas la bonne. La qualité n'est pas bonne, voilà, elle ne suit pas du tout. Alors que nous avons le luxe d'avoir un savoir-faire, nous avons le luxe d'avoir des articles de matières premières durables et de qualité. En même temps, nous avons le luxe d'avoir une demande sur le marché. Donc je vais dire, pourquoi est-ce que ça ne peut pas suivre? Il y a un problème à ce niveau-là. Et donc du coup, on doit se poser les bonnes questions et surtout mettre en place les bonnes actions afin de faire avancer ce secteur. D'où la pertinence de ma question. Est-ce que des organisations comme la Maison de l'Outil, ANAMO ou l'ADPME accompagnent vous qui êtes par exemple dans la décoration?
Oui, je veux dire, tout un chacun. En termes de formation, outillage et autres. Bien sûr, c'est un organisme public pour une raison. C'est ouvert au public. Il faut qu'aussi la population se rende compte de ses droits, qu'elle se lève, aller vers ces organisations-là. Voilà, et qu'elle aille vers ces organisations-là. Moi, j'ai travaillé à la DPME en 2015. C'était un stage, c'était très court, mais l'impact qu'il y a eu là-bas m'a marqué. Et 10 ans plus tard, j'y suis retournée lorsque j'avais besoin d'appui pour mon entreprise. Et ils m'ont ouvert grand les portes. Ils m'ont donné toutes les procédures qu'il y avait à suivre. Les gars m'ont dit, d'accord. Même reproche que Bamba, est-ce qu'au-delà de l'outillage, de cet accompagnement de l'État-là, est-ce que votre secteur aussi ne manque pas de créativité? Moi-même, par exemple, je m'amuse à avoir l'atelier du dimanche, à créer, innover, par exemple, des mobiliers de décoration de bureaux. Est-ce que là, vous ne manquez pas aussi de créativité? Parce que la décoration, toujours, on assiste aussi à... On fait les lits comme on le connaissait de nos mamans, de nos grands-mères, des coiffeuses, des armoires. Vous ne manquez pas de créativité? Personnellement, innover, par exemple, comme ce que l'on voit à Alibaba, par exemple. Non, non, on ne peut jamais manquer de créativité dans ce monde. Et surtout lorsqu'il s'agit de la culture africaine, elle est tellement riche. Elle est tellement riche. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre justement de nos ancêtres, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. En plus de ça, sur le marché en ce moment, il y a de plus en plus de modèles qui font surface. On peut s'inspirer de ces modèles-là et les rebâtir à partir de nos traditions à nous. Donc, on ne manque pas d'imagination. Il suffit d'aller chercher l'information. Il suffit de vouloir innover, de vouloir créer à nouveau. Le problème de l'artisan, je dirais, est qu'il a tendance à rester dans sa zone de confort. Il a tendance à faire les mêmes choses tout le temps parce qu'il n'a pas le luxe de tester ses hypothèses et de voir sur le marché est-ce que ça va marcher ou pas auprès du client. Et aussi, on reproche souvent que l'artisan sénégalais n'est pas trop altruiste à donner le savoir-faire là pour au moins assurer la pérennité de cette connaissance-là. Bamba, on a noté récemment au Sénégal cette tendance à ces créations-là, les costumes africains par exemple, c'est à la mode. Tout le monde finalement est devenu tailleur, même il y a des jeunes qui s'aventurent dans ce métier-là. Il n'y a pas un inconvénient aussi sur ça, ou bien c'est un avantage qu'on note cette floraison d'stylistes, de créateurs de mode et autres? Bon, comme je le dis, tout le monde est créateur. Oui, surtout à l'ère des nouvelles technologies. Au Sénégal. Mais il faut savoir que d'abord, c'est une passion pour le faire. C'est pas plutôt pour l'argent. Moi qui ai déjà 19 ans d'expérience, donc c'est pas 2 jours quand même, j'ai eu à faire une formation pendant 3 ans. Après cette formation-là, j'ai ouvert mon label. Il y avait des hauts et des bas, tant d'années. Et aujourd'hui, je suis très réconforté, très satisfait, très content de voir les fruits que j'ai pu récolter durant toutes ces années. Donc c'est juste pour dire à la nouvelle génération que ce n'est pas juste pour faire de l'argent. Parce que si vous arrivez à avoir comme clients les autorités, donc les artistes, les marabouts, les hommes de médias, tout confondu, c'est parce qu'il y a de la qualité là-bas. Exactement. C'est pas parce que Bamba il est beau, il parle bien, il s'habille bien. Non, non, c'est pas, le problème n'est pas là. C'est le produit. Parce que déjà, c'est un échange. Ils te donnent leur argent, donc tu leur donnes tes produits, et ils sont satisfaits à 100%. Des fois, tu vois, quelqu'un arrive à la boutique, donc en 72 heures, tu lui confectionnes ses produits et tout, tu leur livres. Déjà, le délai était très juste. Il se pose la question, je pensais que ce n'était pas possible. À 99%, les gens font les rendez-vous. À 99%, je te dis. Mais si toutefois... Surtout les tailleurs. Surtout les tailleurs. À l'approche des fêtes, moi, à la veille... À partir de 19h, 20h, je ferme mes rideaux pour aller me reposer. Parce qu'après avoir passé la nuit pendant 1 mois, veillé, donc j'ai besoin d'aller me reposer aussi. Est-ce que c'est le cas de tous ces autres jeunes-là qui s'aventurent dans ce métier-là? Parce que quand on parle de Made in Africa, c'est aussi le respect des délais, la qualité, tout ce rapport client, cette satisfaction-là. Ben, comme je l'ai dit tantôt, moi, donc, j'ai ma dignité, donc, avant tout. Donc, je sais respecter mes engagements. Et je le dis
à mon équipe. Ouais. Il y en a des factures qu'on vous donne. Avant la date, votre commande est déjà classée. Donc j'invite à la jeunesse de faire... Professionnalisme surtout. Voilà, surtout. De faire comme Bamba. Respecter tes promesses, tes paroles, ce que tu dis à la client. Et c'est ça qui fait avancer les affaires. Exactement. Carrément. Et je pense qu'un de nos hôtes est en ligne avec nous. Monsieur Diouf, Khalil, vous nous entendez? Khalil Diouf, depuis Mali, vous êtes avec nous. Bonsoir, Monsieur Diouf. Bonsoir, M. Ndiaye. Je vous rappelle que vous intervenez avec nous dans Tribune du Mardi. Je vous entends très mal, mais bon. Voilà, je vais élever la voix pour que vous puissiez bien comprendre la question qui va suivre. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes acteur culturel sénégalais établi et au Mali et en Guinée. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui le contenu de vos activités culturelles dans ces deux pays-là? Voilà, j'avoue que je n'entends pas. C'est que vous êtes là. J'ai du mal à comprendre votre question. Ah, M. Diouf, vous n'avez pas... Oui, allez-y, si vous nous avez entendu répondre à la question. Je disais, M. Diouf, vous êtes acteur culturel sénégalais établi et au Mali et en Guinée. Est-ce qu'on sent une touche africaine, Made in Africa, dans vos activités culturelles? Oui, bonsoir d'abord, bonsoir à tous. Je me présente, moi c'est Ibrahim Khalil Diouf, je suis acteur culturel. Après, j'organise beaucoup d'événements de mode. Oui, effectivement. Et pour moi, c'est très important parce que l'entreprise qui s'appelle même déjà ARA Event, qui signifie African ARA Event, me donne en fait, ne me permet pas de ne pas faire un événement sans apporter une touche africaine. Et est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, allez-y. On vous entend très bien. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, donc, je disais, les événements de mode que j'organise, effectivement, il y a une touche particulière d'ailleurs qui est africaine et qui me permet aujourd'hui, par exemple, juste donner un exemple par rapport à la mode africaine, NMA, qui regroupe pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, autour d'un défilé d'expo-ventes que j'ai l'habitude d'organiser ici à Bamako. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, nous apportons une touche africaine à tous nos événements, même si ce n'est pas la mode. D'accord. Et qu'en est-il de la rentabilité? Une activité... vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà, qu'en est-il de la rentabilité? Est-ce que le Made in Africa, vous arrivez à vendre cela au Mali et en Guinée? Est-ce que c'est prisé? Est-ce que c'est une activité rentable d'avoir une activité autour de laquelle il y a le Made in Africa? Je disais, là vous m'entendez? Et l'on poursuit. Voilà, je disais, est-ce que vous arrivez à vendre ce Made in Africa là au niveau de vos activités culturelles, au niveau de ces deux pays là où est présent votre entreprise Africa Events? Monsieur Diouf? Alors, si je comprends bien la question, est-ce que nous arrivons à vendre? Voilà, exactement. Exactement. Oui. En fait, je rappelle que moi, je suis promoteur. Je suis pas promoteur. Moi, je mets en place les conditions. Oui. Oui. Voilà, quelques soucis de son avec Khalil Diouf. Je pense que la technique va coordonner avec vous pour une meilleure qualité sonore, le temps de nous permettre, nous, au niveau du plateau, de poursuivre le débat. On va poursuivre avec vous, Madame Nian Aïcha. J'ai posé la question à Khalil Diouf. Est-ce que finalement, le Made in Africa, du moins du côté de la décoration, c'est une activité rentable?
Oui, c'est une activité pas mal rentable quand même. Encore une fois, il faut rappeler qu'un savoir-faire combiné à une matière première rare, solide et durable a un coût, a un prix. Il n'y a pas beaucoup de clients qui comprennent cela. Il y a beaucoup de personnes qui négocient les prix encore et encore. Je pense que ça fait partie de notre culture. Ouais, le marchandage. Oui, le marchandage fait partie de notre culture. Nous sommes de très bons commerçants. Et ça impacte sur la qualité du produit, certainement. Ça impacte souvent sur la qualité du produit. Mais il faut aussi que les consommateurs comprennent qu'on ne peut pas avoir un article de qualité à un moindre prix. Les maisons, Louis Vuitton, Chanel, etc. Ce sont des maisons artisanales, de luxe. Exactement. Et ce qu'elles vendent, c'est le savoir-faire. Ce qu'elles vendent, c'est la qualité du produit. Et pourquoi est-ce que nous, en tant qu'artisans qui travaillons dans ce secteur-là, pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas établir des prix qui varient et qui s'adaptent en fonction de nous aussi, ce qu'on a. Exactement. Qui est aussi, en plus de ce qu'ils ont, un riche patrimoine culturel et traditionnel. Parce que chacune des pièces que je vends a une histoire culturelle derrière. Et chacune des pièces que je vends aussi, en plus du savoir-faire et de la matière première, porte l'histoire et l'empreinte de l'artisan qui l'a fabriqué aussi. Ça, c'est une valeur, je pense, qui est inestimable. Et ça, il faut être initié au moins pour mesurer la qualité ou la signification même du produit. Il faut qu'il y ait un storytelling derrière. Il faut que l'histoire soit racontée de ces artisans-là et de la manière dont le produit qu'ils ont à la maison a été fabriqué et transformé. Et du côté de votre clientèle, souvent, vos clients, ce n'est pas des Africains typiques, c'est d'autres étrangers qui veulent au moins avoir un aperçu sur la culture africaine que vous vendez. Qu'est-ce que vous voulez dire par africain typique? que nos produits, par exemple, ne sont achetés que par les Toubab. Ah non. C'est pas le cas? Non. 90% de ma clientèle sont sénégalais. D'accord. Oui, ils sont sénégalais. Il y a des Sénégalais qui vous appellent pour la décoration de leur maison à l'africaine. Oui, qui nous appellent pour la décoration de leur maison, pour l'aménagement d'intérieur, pour la fabrication de leurs articles. J'ai mené une recherche de terrain récemment et il est parvenu à mon attention que les consommateurs sénégalais achètent et préfèrent acheter local parce qu'ils veulent un article personnalisable qui leur ressemble. Ils n'ont pas ce choix-là dans les grandes boutiques de la place, là où ils peuvent aussi aller acheter leurs meubles. Exactement. Ils sont face à un choix très limité. Et c'est des meubles passe-partout qu'on peut retrouver dans toutes les maisons. Exactement. Ce sont des articles qui manquent de vie, ce sont des articles qui ne leur ressemblent pas, ce sont des articles qui sont très limités, ils se retrouvent très limités au niveau du choix, alors que c'est totalement le contraire lorsqu'on fait appel à un artisan. On a le choix de la matière, on a le choix de la couleur, même si les délais ne sont pas toujours respectés, au moins on sait que notre article qui viendra nous ressemblera, sera authentique et sera aussi une pièce de conversation dans notre maison lorsqu'on le verra, lorsqu'on le dépassera, ce sera quelque chose dont on sera fier parce qu'il porte une réelle valeur. Et donc cette valeur-là a un prix aussi. Exactement. Oui. C'est une révélation que vous nous faites. Vos clients sont typiquement sénégalais, africains. Est-ce que cette clientèle-là est large? Oui, elle est large. On retrouve tous les types de Sénégalais à toutes les bourses? C'est la population, disons, à revenu moyen. Ils sont prêts à investir. Il y a les niches qui sont plus à revenu élevé, mais il y a aussi les locaux qui ont un revenu plus ou moins élevé. Les motivations pour la consommation sont diverses chez ces personnes-là, parce que c'est plus par nécessité qu'ils achètent des articles, parce que tout le monde a besoin de meubler son intérieur aussi, on a besoin d'être confortable chez soi, on a besoin de pouvoir dormir sur un lit, on a besoin d'une armoire pour ranger nos habits, on a besoin aussi des fois d'un meuble à chaussures, ne serait-ce que pour pouvoir ranger nos chaussures, on a besoin d'une table à manger, on a besoin de canapés. Le consommateur sénégalais, disons ordinaire entre guillemets, aura toujours besoin de meubles. Et on trouvera toujours un artisan, un menuisier, un forgeron, un vannier qui sera prêt à fabriquer ces articles-là pour le consommateur. Et c'est pas grave s'il se fait une moindre marge, parce qu'il se fera une plus grande marge sur les personnes qui ont, qui ont les moyens et qui veulent un article plus compliqué ou plus durable en fonction de leurs besoins. Et tout dépend du besoin du consommateur. Voilà, et plus personnalisé aussi. Exactement. Bamba, vous n'avez pas ce problème-là. Ce que l'on reproche aux stylistes tailleurs sénégalais, c'est la cherté de vos produits. Un costume africain à 75 000 francs, par exemple, alors que le tissu ne dépasse pas souvent 20 000 francs.
Vous savez, vous parlez de 75 000 francs. J'ai des tenues costumes africains à 135 000. Waouh. Donc ça dépasse largement. Ça, c'est pas pour un journaliste. Non, en fait, c'est des tenues, c'est des costumes africains en 3 pièces, avec manteau en même temps. Donc c'est juste que vous ne le verrez pas dans les autres labels. Donc c'est des pièces, je peux dire, hors série, n'est-ce pas? Et puis, même pour les prix, d'habitude, tu vois des gens qui aiment la qualité. Et puis le tissu ne peut... Tout le monde aime la qualité, hein. Souvent ce sont nos bourses qui font défaut. En fait, non, voilà. Le tissu ne peut ne pas être cher, mais c'est le travail. Tout fini. Parce que déjà, donc, si vous voulez la qualité, c'est pas pour rien qu'une personne se déplace de plus de 120 km pour arriver au label de Bamba Soul Design, pour trouver une tenue qu'il pourrait trouver en Casamance, par exemple. Donc, tu dois justifier le pourquoi cette personne-là s'est déplacée tant de kilomètres pour arriver dans votre label. Rapport qualité-prix. C'est pas pour rien que nous avons comme le clientèle. C'est pas pour rien que quand c'est important, l'entreprise Bamba Soul Design Prestige représente le Sénégal à travers le monde, que ce soit en France, en Dubaï, pour l'Expo et tant d'autres programmes. C'est la qualité. Donc c'est pour cela que c'est très normal. Et puis même pour nos employés, ils gagnent bien leur salaire quand même. Et l'on revient vers vous pour voir si M. Diop Massamba est avec nous sur cette émission. M. Diop, vous nous entendez? Massamba Diop, vous êtes avec nous? Et l'on poursuit avec vous, Bamba. Est-ce que cette cherté-là ne favorise, ne freine pas le Made in Africa? Vous l'avez dit, la clientèle que vous avez, c'est souvent des célébrités, des ministres, des marabouts, des joueurs, même des artistes, des journalistes célèbres qui peuvent acheter vos produits. Le Sénégalais lambda, le caméraman de Sunu Label, par exemple, est-ce que peut accéder à vos produits? Mais vous savez, on a même des prix pour les vendeurs de Garécaf. Ah bon? Ah oui. Parce que quoi qu'on puisse dire, on est des Africains après tout, on est des Sénégalais. Nous savons quand même. C'est pas seulement un discours, c'est ce que l'on retrouve sur le terrain. À Bamba Soul Design, on peut trouver... Mais vous le savez mieux que moi, vous connaissez Bamba Soul après tout, vous connaissez la personne de Bamba. Et puis, parfois, des gens arrivent vers vous, ou bien ils vous appellent au téléphone en vous disant que Bamba, je dois venir amener mon tissu, ou bien passer une commande là-bas, tu te dis, oh, tu as démonté parce que tu sais que cette personne qui arrive ne va pas payer le prix. Exactement. Mais tu es obligé de lui confectionner la tenue qu'il demande. Tantôt, une autre personne arrive, donc tu lui donnes le prix, donc il ne se marchande pas. Il te dit, ok, d'accord. Quand tu lui livres, il te dit, ah merci, je suis très satisfait. Tout récemment, j'avais eu un client guinéen qui est venu avec sa femme après, puis avec sa sœur. En moins d'une semaine, donc je ne sais pas combien ils ont acheté là-bas quand même. C'est parce que ça montre la qualité que tu l'as présentée. À vous entendre, c'est rentable pour vous, les patrons, par exemple. Est-ce que c'est le cas pour votre personnel, le petit tailleur qui est derrière le comptoir, derrière ce que l'on voit, la boutique que l'on voit? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que cette rentabilité-là est sentie sur la main-d'œuvre que vous utilisez, par exemple? Les professionnels tailleurs que vous prenez, par exemple, qui sont derrière les vitres, derrière ce qui est exposé, est-ce que cette personne-là peut sentir la rentabilité du métier qu'il exerce? Bien sûr, bien sûr. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, parce que déjà, je peux dire que mes tailleurs, ce qu'ils gagnent, ils font partie des meilleurs ici au Sénégal. Ça, je peux me lever la main et le dire. Là, on est en période de fête. À 19h, donc, ils ont des surplus. Quand on dit ils passent la nuit, moi je leur dis à 2h du matin, vous arrêtez. Entre 2h et 5h du matin, vous pouvez faire confectionner vos tenues ou bien faire du kharmat pour vous-même. Et c'est mon électricité, c'est mes machines. Voilà, parce que d'avoir d'autres sources de revenus. Voilà, parce que c'est le Sénégal. J'aurais pu être à leur place, être un employé, donc voilà. Aujourd'hui, je suis le PDG, donc, mais quand même, il faut que je puisse
passer aux autres aussi. Exactement. Ouais. Est-ce que du côté de ce professionnalisme-là, comparer le Made in Africa à tous ces produits-là qui nous viennent aussi bien de l'Europe, de la Chine, est-ce que dans votre secteur, dans le secteur de l'artisanat en général, c'est assez professionnalisé pour permettre de concurrencer les autres produits, par exemple, les prêt-à-porter? Je tenais à vous rappeler que quand vous allez en Europe, dans les grandes confections, vous allez trouver des Africains ou des Sénégalais à l'intérieur de leur confection. Pour la main-d'œuvre, hein, ils ne sont pas patrons souvent. Non, je finis. C'est des Africains qui sont là-bas. Et pourquoi pas nous de pouvoir concurrencer les Toubab. Quand je vous confectionne une tenue, tu sens nettement que c'est très bien fait, il y a la finition, il y a quelqu'un même qui fait le contrôle de qualité. Tout fini. On a vu le fils si vous avez des clients qui sont avec vous depuis 2007 à aujourd'hui, c'est beaucoup d'années. Ouais. S'il n'avait pas de satisfaction, il n'avait pas resté toutes ces années-là. Mais au-delà de la personne de Bamba Sow, est-ce que c'est le cas pour tous les autres tailleurs de quartier, par exemple? Souvent, même le cadre professionnel n'est pas bien approprié parce que la vente aussi, c'est l'image. Non, pour arriver au niveau de Bamba Sow Design, il faut faire tout simplement comme Bamba Sow Design, c'est-à-dire respecter les clients, respecter tes engagements, les rendez-vous. C'est un minimum. C'est le minimum. Donc, comme je le dis, ce n'est pas l'argent qui compte. C'est l'amour d'abord. Avoir la passion du travail pour pouvoir arriver à ce niveau. C'est ça. Exactement. Alors, Madame Niang, des tailleurs, on en voit à tous les coins de rue. Vous, au niveau de la décoration, est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels qui s'activent dans cela à Dakar, par exemple? De professionnels, vous voulez dire les artisans ou les entreprises? Qui font uniquement dans la décoration, au-delà de quelques mobiliers essentiels pour nos maisons, les lits et armoires, au niveau de la décoration proprement dit, est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels qui s'activent dans cela, connus? Oui, donc nous avons quelques entreprises qui revendent des productions artisanales, des entreprises étrangères. Donc Kodékalom sera la première, qui est sénégalaise, 100% sénégalaise, et qui vend des articles qui sont 100% fabriqués ici, par nos artisans locaux ici, et qui sont revendus sur le marché, donc des accessoires de décoration prêts à poser. Donc nous sommes aussi en partenariat avec d'autres entrepreneurs qui fabriquent aussi localement. Donc il y a Khalifa Home, il y a Jama. Khalifa Home fabrique des articles à base de papier mâché, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de penser, papier mâché. Donc il faudrait regarder ce qu'elle fait, son travail. Elle travaille très bien, elle a de très belles propositions, de très beaux produits. Il y a Jama aussi qui travaille en partenariat avec un collectif de femmes à Kermassar qui tissent le coton bio. Donc ils ont un atelier à Kermassar où les femmes sont là et travaillent en fait le coton bio sur leur machine à tisser. Elles ont chacune leur machine à tisser, elles travaillent, elles ont des plaids, elles ont des coussins, etc. Donc il y a pas mal d'entreprises privées qui travaillent dans ce secteur-là. Les entreprises artisanales informelles sont toujours là, comme les entreprises artisanales formelles aussi. Mais il y a différents secteurs ainsi que différents acteurs dans chacun de ces secteurs-là destinés à la décoration d'intérieur. Est-ce que pour le cas des stylistes et couturiers aussi, vous n'êtes pas confronté à un problème de professionnalisation de vos activités? Il y a ce problème partout dans le secteur artisanal. Il y a un souci de professionnalisation. Mais c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est à nous, particuliers, c'est à nous qui savons faire la différence entre un article bien fini et pas encore fini, d'imposer notre manière de faire et de voir et de véhiculer nos valeurs à nos teams. Aujourd'hui, si tu travailles pour Kodékalom, tu représentes Kodékalom. Si tu travailles pour Bamba Sow Design, tu représentes Bamba Sow Design. C'est une marque. Partout où tu vas, chez le client, là où je ne suis pas, tu représentes Aïcha Niang de Kodékalom. Et là où je suis, partout où je vais, je représente aussi mes artisans, leur travail, je suis responsable de leur travail, comme ils sont responsables du mien. Donc en fait, c'est un échange de valeurs qu'on a. Quand je travaille avec mes équipes, parce que je passe presque 10 heures de temps chez mes artisans par
tous les 2-3 jours. Ça veut dire que je passe énormément de temps chez eux pendant qu'on fabrique les commandes de nos clients, c'est ça, nos produits. Je leur répète encore et encore, finition B, il faut moubar, finition il faut moubar, il faut nous respecter des délais. Tamit parce que sinon client B, il a l'habitude de voir des délais au niveau de la livraison et des manquements au niveau de la fabrication. Donc lorsqu'on se met en avant face à eux, notre proposition de valeur, c'est ça. Et il faut qu'on se tienne à notre mot. Et il faut la respecter. Et c'est très important. Et ce qui manque à nos artisans sénégalais, les délais, souvent, on ne les respecte pas. Est-ce que vous confrontez au même problème que le secteur de Bamba, par exemple, sur la disponibilité du produit qui est souvent exporté? Vous, normalement, tous vos produits sont à base produits ici en Afrique, au Sénégal, par exemple. Le bois, notamment, et les autres produits. Est-ce que c'est le cas? Pour certaines matières, c'est facile de l'avoir sur le marché. Il y a des exportateurs de bois. Donc, encore une fois, on a du bois un peu partout en Afrique centrale. Donc, le bois qu'on exporte d'Afrique centrale est là. Il y a différents types de bois, encore une fois. Le bois d'Iroko, le bois Sénoufo, il y a le bois de Djimbe, il y a... Et j'en passe, une pléiade de bois. De temps en temps, nous allons faire face à des ruptures de stock, mais pas tant que ça, c'est très rare. Et lorsque ça a lieu, on propose un autre type de bois qui fera aussi l'affaire pour la production. Et du côté de la réglementation, parce que le bois, c'est réglementé, il y a le code forestier, est-ce que là aussi, vous avez des facilités pour obtenir le produit? Oui, nous nous approvisionnons que par rapport au bois qui provient de forêts classées. De Mbao, par exemple, à Ziguinchor. C'est ça, oui. Et de Casamance aussi, de Kaolack. C'est important pour nous la traçabilité. Lorsque le client vient chez nous, l'origine de vos produits. Voilà, l'origine du produit, parce que nous nous occupons de toute la chaîne de valeur. Il faut que nous ayons une transparence et que le client aussi ait une transparence par rapport à son article, qu'on puisse assurer surtout la traçabilité de A à Z. Et donc oui, c'est très important pour nous. Mais à vous entendre, la décoration, ce n'est pas un luxe, alors que ce n'est pas l'appréhension que nous autres Sénégalais, nous avons de votre secteur. Ce n'est pas un luxe qu'on peut se permettre? Si, c'est un luxe qu'on peut se permettre justement. Exactement. La décoration, c'est un luxe qu'on peut se permettre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas aller chez l'artisan parce qu'ils pensent que c'est trop cher. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas aller dans les grands magasins parce qu'ils pensent que ce n'est pas non plus à leur niveau, pas à leur standing, que ce n'est qu'au standing des grandes résidences, des grands hôtels, etc. Mais il ne faut pas beaucoup pour être à l'aise chez soi. On n'a pas besoin de meubles ostentatoires, façon salon Louis XVI, etc., bling bling, pour avoir un bel intérieur qui soit confortable lorsqu'on rentre chez nous. La priorité, c'est surtout de pouvoir se retrouver à l'aise, de pouvoir se reposer. Avec une simplicité surtout. Voilà, une simplicité, un minimalisme surtout. À travers Koudekalom, on essaye de montrer que c'est possible d'avoir un intérieur, que ce soit chez nous, que ce soit au bureau, que ce soit dans un appartement meublé, que ce soit quelque part où on va dormir de manière temporaire, à l'hôtel ou autre. Un cadre qui soit favorable au repos et au confort. Ça peut être minimaliste, ça peut être très très bien décoré, avec beaucoup de goût. Moi, je suis convaincu, par exemple, est-ce que vous n'avez pas un travail de communication à faire là-dessus pour amener tous ces Sénégalais-là? Énorme travail de communication. Et je pense que ça commence par le fait de montrer le travail qu'il y a derrière la fabrication artisanale. Le processus. Le travail en amont, le processus et le fait de proposer de nouveaux designs, surtout. Parce qu'on a l'habitude beaucoup de voir, de s'apparenter aux meubles qu'il y a déjà sur le marché, mais à l'étranger. Ou bien même, comme vous avez dit tout à l'heure, Sunu Imam, elles ont un certain type de préférence quand il s'agit de leur fauteuil, ou même de leur chaise d'appoint, ou même de leur lit. Et lorsqu'on pense à artisanal, on pense à ça. On pense à des articles très obsolètes et passés de date. Alors que non, tout est dans la retransformation de la créativité, de l'innovation. La présentation. Est-ce que là aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne peuvent pas aider à faire passer votre message? Là, on a vu au Sénégal, à Dakar par exemple, ces grosses boîtes, ces discounts par exemple, pour ne pas les citer. Récemment, on a vu China il y avait des outils de décoration. Est-ce que vous ne devez pas aussi user de ces moyens-là pour présenter vos produits aux Sénégalais? Oui. Écoutez, lorsqu'on parle de China Mall et qu'on parle de Cdiscount ou Discovery aussi, pour ne pas les citer, ce sont des articles à fabrication de masse, comme on a dit tout à l'heure.
Nous, nos articles, ils n'ont rien à envier à ces articles-là. Qui dit fabrication de masse dit qualité faible. Faible qualité. Souvent, on peut avoir un meuble en contreplaqué, c'est ça, on peut avoir un meuble en contreplaqué. Ce qu'on dort là, les règles, mouyakou, c'est pas quelque chose qui nous valorise et qui nous met en avant. Je préconiserais auprès des consommateurs sénégalais de ne pas acheter ce genre d'article. Pourquoi? Parce que c'est un investissement perdu. À court terme, cet article-là tombera en lambeaux, alors qu'à plus long terme, si vous acceptez de mettre le coût, le prix sur quelque chose qui vous durera beaucoup plus longtemps. Souvent, au premier déplacement, c'est gâté. C'est ça. Alors qu'en plus, lorsque vous achetez artisanal, que vous achetez chez l'artisan du coin, vous participez à l'amélioration de ses conditions à lui, de ses conditions de vie. Alors que si vous achetez des articles, disons, pour ne pas les citer encore, c'est China Mall, vous ne faites que les enrichir. À partir de là, c'est pour l'argent. Alors que nous, c'est pour la passion et c'est pour faire avancer une économie circulaire. Nous sommes dans une dynamique d'économie inclusive en ce moment. Nous voulons améliorer la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement. On n'est pas là pour se faire de l'argent sur le dos des Sénégalais. Pas seulement. Non, pas du tout. En tout cas, maintenant, si les entreprises qu'on a citées font le travail de communication qu'il faut, est-ce que vous ne devez pas aussi vous inscrire dans cette même dynamique-là? Bien sûr, oui, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'on doit faire beaucoup plus de communication à ce niveau-là. Et nous avons les moyens, nous avons les plateformes. Nous avons Instagram, nous avons YouTube, nous avons TikTok. Récemment, j'ai commencé à faire des interviews avec les artisans où nous asseyons, nous discutons, ils nous parlent de leur travail, de leur passion pour ce qu'ils font, de là où ils ont eu leur métier, est-ce que c'était pas héréditaire, est-ce que c'est... etc. Et c'est des histoires qui, je pense, intéressent le consommateur parce qu'il veut savoir d'où est-ce que son article vient. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est de là que la valeur provient aussi. C'est l'histoire qu'il y a derrière l'article. On peut venir te proposer une table à manger, comme ça, faite en contreplaqué. Si elle ne te dit rien, que tu l'as achetée plus parce qu'elle est grande, parce qu'elle peut prendre beaucoup de monde, mais que derrière, tu sais qu'elle va pourrir au bout d'un an, alors que voilà, c'est pas intéressant. Je trouve que c'est vraiment pas intéressant. Du coup, oui, je pense qu'il y a un énorme travail de communication à faire pour que les gens se rendent compte de pourquoi est-ce qu'il faut être patriote économique. C'est très important. Et on va juste vous facturer 1 minute de communication, de publicité avec Marie-Sylla. Je pense que M. Diop est en ligne avec nous. Vous nous entendez, M. Diop? Allô? Oui, M. Diop, vous nous entendez? Allô, je ne vous entends pas du tout. Nous, on vous entend. Continuez à faire les réglages avec la technique. Vous nous entendez là? Oui, maintenant c'est bon. Voilà. Bonsoir, M. Ndiaye, vous allez bien? Très bien, alhamdoulilah. Merci de nous rejoindre sur cette émission. Je vous rappelle le thème. Vous m'entendez? Vous m'entendez, M. Diop? Je l'ai entendu, oui. Voilà. Je rappelais le thème, c'est Made in Africa, une réalité qu'on peut constater, avantages et inconvénients. Vous, quelle est votre appréciation de cette présence-là du Made in Africa dans le quotidien des Sénégalais dans votre secteur, par exemple? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? C'est le réseau qui décale un peu, en fait. Comment est-ce que vous appréciez la présence du Made in Africa dans votre secteur? Bon, d'abord, je vous salue, M. Ndiaye, de même que ma soeur, mon ami, en fait, Aïcha, de Foudoukalou. J'espère que tu vas bien, ça fait trop longtemps. Allô, vous m'entendez? On vous entend très bien, allez-y, M. Diop. Oui, donc je disais par rapport au Made in Africa, bon, franchement, là, actuellement, on a encore du chemin à faire, en fait. Parce que je pense que nous nous assumons, mais pas à 100%, en fait. Concernant les tenues. Parce que là, franchement, on ne peut pas parler de mode. Moi, par rapport à l'autre intervenant, là, tout à l'heure, on parlera de mode africaine, en fait. Concernant la mode africaine. C'est ce qui nous rend vraiment différents des autres parce que on pourra vraiment s'habiller de manière vraiment intemporelle et
essayer d'enrichir notre culture, en fait, qui sera vraiment distincte et par rapport aux autres. Oui. C'est-à-dire, je m'explique. Oui. Là où nous en sommes, on peut plus nous permettre de mettre en avant les grandes marques européennes, en fait. Je pense qu'il est temps que tout le monde essaie de consommer localement. Et quand on parle de consommation locale, ça sera vraiment des produits vraiment dérivés, en fait. Concernant la décoration, comme le groupe Kodokaloum, et des tenues africaines, comme moi, je sais que je fais. Et parce que je pense que je fais deux gammes de produits. On a une gamme pour des tenues basiques, c'est-à-dire les tenues de tous les jours, et une gamme vraiment artistique. Par rapport à cet aspect, il nous reste vraiment du chemin à faire. Bon, parce que j'ose dire que les femmes sont beaucoup plus libres par rapport à cet aspect que nous, quoi, en tant qu'hommes. Exactement. On a trop de contraintes, en fait. On n'arrive pas à aller de l'avant artistiquement, ou bien même d'oser nous s'habiller au film, en fait. Exactement. Vous l'avez dit, hein, on a du chemin à faire. Est-ce que dans votre secteur, au-delà des styles, au-delà de ces créations-là, ce n'est pas d'abord la matière qui devrait être africaine avant toute autre chose? Je n'entends pas. Je disais que, excusez-moi. Oui, je disais que, vous l'avez dit tout à l'heure, on a du chemin à faire pour répondre carrément de Made in Africa. Est-ce qu'au-delà de la création que vous pouvez faire, qui est typiquement africaine, ce n'est pas d'abord la matière première qui doit l'être? Non, là, je n'ai pas entendu, en fait. D'accord. Je disais, qu'en est-il de la matière première que vous utilisez pour répondre carrément que ce produit-là est purement Made in Africa? Quelques soucis voilà, d'écoute avec Massamba Diop, je pense que c'est en train d'être réglé. Oui? Et vous disiez? Voilà, le temps que l'on règle le souci d'écoute de son avec Massamba Diop, on poursuit avec vous, Bamba Sow. Je l'ai dit tout à l'heure avec Aïcha Niang, au niveau de la communication, est-ce qu'à votre niveau, il n'y a pas trop de communication finalement? Parce que sur les réseaux sociaux, on voit des produits vraiment quasiment parfaits, et c'est souvent ce qui n'est pas livré aux clients. Est-ce que vous ne faites pas trop de communication sur vos produits, par exemple? Vous savez, surtout à cette période, quand vous me parlez de la communication que beaucoup de gens font à travers les réseaux sociaux, donc souvent je pense qu'il y a problème, surtout avec ceux qui commandent. Parce que je peux accepter pouvoir commander directement à travers YouTube, TikTok ou genre. Des lives. Et puis, juste après la fête, on voit les jeunes publier. C'est ce que j'ai commandé, c'est ce qu'on m'a livré. Exactement. Donc il y a problème. Et puis souvent, à 99% des gens qui publient des modèles, des designs d'autrui. C'est des revendeurs souvent. C'est des revendeurs. Et la plupart aussi, la photo qu'ils te montrent, c'est pas ce qu'ils vont te faire livrer. Exactement. Au finish. Et je dis qu'il y a problème. Donc, pour moi... Là, vous, les anciens, est-ce que votre responsabilité n'est pas engagée aussi? Bon, mais je dirais non, dans le cas où les gens qui viennent vers moi commander, je leur fais du copier-coller, c'est-à-dire du photocopie. Quand je vous montre ça, quand vous voyez ça sur les photos, c'est ça que je vais vous livrer quand même. Mais je ne peux pas accepter que je ne connais pas la personne, il me montre des photos de Bamba. Un jour, une dame est arrivée à la boutique. Ça doit faire maintenant 4 ans ou 5 ans. Elle me montre une photo en me disant que c'est telle personne qui m'a dit que c'est elle qui a confectionné la tenue. Wow. Alors que c'était votre produit. Je regarde la photo. J'ai même des chairs de poule en regardant la photo. Je lui ai dit, mais ça c'est mes produits, madame. Elle me dit, non, 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 c'est telle personne. Je lui ai dit, non, madame, c'est mes produits. Elle me dit, non. Je lui montre une vidéo de mode Korité, je ne sais plus, de mode Tabaski. Là où la tenue défilait en même temps. Elle était étonnée, pour dire. Hein, donc, pour moi, donc, si vous voulez vraiment de la qualité, allez directement chez les personnes qui ont initié
ces produits-là. Parce que souvent, il y a des logos qu'on met sur les photos ou bien sur nos produits. Ouais. Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce que là, ça n'interpelle pas la formation que doit avoir le styliste, le tailleur? Est-ce que ça aussi, c'est disponible? Est-ce qu'il y a des écoles au-delà de l'ENA qu'on peut apprendre quelque chose? Vous savez, je voyage parfois dans la sous-région. En arrivant là-bas, tu vois des jeunes qui te montrent sur le portable tes produits. Ah non, mais quand je te suis de près, regarde tout ça, c'est des modèles, je suis tailleur. Avant, bon, je me disais que c'est pas normal. Mais au finish, lorsque j'ai parlé avec la personne qui m'a initié, elle m'a fait savoir que Bamba, il faut que tu arrêtes. Si ce n'était pas bon, si ce n'était pas bien, les gens n'allaient pas copier. Donc c'est pas un souci. Je dis, ah bon? Depuis ce jour-là, ce n'est plus mon problème maintenant. Souvent, autant il y avait les catalogues là chez les tailleurs, on vous montrait. Ça n'existe plus maintenant. Oui, ça n'existe plus. Pour dire, chez moi, je fais rarement les shootings. Je n'ai même pas le temps de prendre des photos. Quand je finis mes produits, je les livre aux clients. Sérieux, il y a déjà la légitimité de Bamba. Voilà. Mais, comme je dis, là, on était en train de faire notre site internet. Le gars me dit, mais Bamba, où sont les photos? Je dis, mais je n'ai pas de photos, moi. Ah bon. Pour dire. Donc je devais, maintenant, c'est le moment d'aller encore faire d'autres shootings pour le mettre sur mon site. Parce que déjà, bon, si vous avez votre label à l'aéroport AIBD, par exemple, les gens iront directement sur votre site internet pour aller acheter là-bas ou visiter les produits que vous avez. Donc vous voyez un peu, donc c'est un peu compliqué, mais bon. Exactement. Et nous allons revenir avec vous sur la disponibilité du produit. Qu'est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de faire pour vous permettre à vous au moins de vous approvisionner sur le marché sénégalais, d'avoir des produits qui sont, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons le coton, le savoir-faire. C'est une absence de volonté politique de la part de nos dirigeants, ou qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour vous permettre d'avoir ce produit-là typiquement sénégalais ou africain 100%? Je dirais que, comme vous le voyez, souvent les designers voyagent beaucoup. À la conquête de trouver du nouveauté, à la conquête de faire du métissage dans les autres pays à travers le monde. Tu vois, certaines partent en Chine, Dubaï, France, Côte d'Ivoire, Mali, etc. Parce que quand on parle du tchou, on parle automatiquement Mali. C'est identité malienne. Quand on parle de wax, on dit Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ou Burkina. Surtout la Côte d'Ivoire, mais wax. Pain tissé, par exemple, Burkina. Et quand on parle de la couture, on parle automatiquement au Sénégal, n'est-ce pas? Donc c'est juste pour dire que pour moi, on est open, free. Donc, et puis pour vraiment satisfaire la clientèle, il faut aller vers ce qu'ils veulent. De satisfaire. Donc s'ils veulent des tissus de Dubaï, donc ils vont aller vers Dubaï, venir le confectionner à ta façon. Ouais. Et le Made in Sénégal, vous l'avez, le Made in Africa, c'est cet ensemble-là, vous l'avez dit, hein, c'était le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina et finalement le Sénégal. C'est finalement ce qui fait le Made in Africa. Mais le Made in Africa, au-delà de la disponibilité du produit, c'est aussi le consommer local. Est-ce que le Sénégalais est disposé à préférer le produit africain ou sénégalais qu'au produit étranger, par exemple, Madame Niang? Est-ce que le Sénégalais est disposé à vraiment préférer l'article qui est fabriqué ici? Le consommer local, oui. Le consommer local? Oui et non. Oui, dans le sens où le Sénégalais est fier. Le Sénégalais aime ce qui le représente. Le Sénégalais aime sa culture. Faut qu'au FEC, il se met en avant et met en avant aussi sa tradition et sa culture. Donc je pense que c'est une fierté pour le Sénégalais aujourd'hui de pouvoir se dire que chez moi, j'ai un article fabriqué par un artisan et regarde comment il est beau, regarde comment il est bien fait. J'ai un article fabriqué par Bamba Design, regarde comment il est beau. Hein? C'est un Sénégalais qui l'a fabriqué pour nous. C'est une fierté de pouvoir dire ça, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas trop généreux pour les Sénégalais. On a vu ce qui s'est passé avec China Melson, alors que de petites entreprises avec nos connaissances là étaient déjà là. Et ça, c'est une question de mentalité. Je pense qu'on ne peut pas tout avoir non plus.
Comme il a dit tout à l'heure, c'est important aussi le métissage. Ouais. Lorsqu'on va dans les autres pays aussi, nous sommes dans une économie communautaire. Ouais. Dans le sens où c'est important que nous puissions échanger facilement nos biens et pouvoir troquer. Si chez l'Ivoirien, il y a un type de paille qui m'intéresse ou un type de bois qui m'intéresse, je vais aller m'approvisionner chez l'Ivoirien parce que je sais que l'article qu'un de mes clients sénégalais veut faire fabriquer, il est beaucoup plus beau avec cette matière première-là, donc je vais lui proposer le bois ivoirien. Et je ne vois pas d'énormes conséquences dans ce sens-là. Je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif. Je vois ça comme quelque chose de positif parce qu'on s'entraide au sein de notre économie, à nous. Je veux dire, tout dépend aussi de la demande. Tout dépend de la demande, tout dépend de ce que le client veut et tout dépend aussi de ce qu'on pense est plus beau à l'œil du client. Mais c'est important de pouvoir échanger nos matières premières. C'est important de pouvoir mixer un design de l'étranger avec notre savoir-faire ainsi que nos matières premières, tout simplement. Donc, il y a aussi quelques articles comme des vases ou autres dont nos artisans n'ont pas encore le savoir-faire. Donc, c'est là où... C'est pas encore exploré. Voilà, c'est pas encore exploré. Donc, c'est là où c'est intéressant pour le client de pouvoir trouver une diversité d'offres sur le marché et d'avoir le choix. Et encore une fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à nous de mettre en avant nos articles et de proposer nos articles et de montrer ce qu'on a afin que la demande puisse se rendre compte de ce que l'offre a à proposer. Parce que le client ne va pas venir chez toi et te dire pourquoi est-ce que tu ne proposes pas tel et tel et tel et tel et tel article. Il y a certaines personnes qui le font, mais ce sont les plus motivés d'entre eux. Ce n'est pas tous. C'est eux qui ont pris le temps vraiment d'étudier ton marché et de se dire « Ah oui, moi j'aurais bien aimé que telle personne… » Des pistes de réflexion. Voilà, ils offrent des pistes de réflexion. Donc ces personnes-là, bien sûr, bien évidemment, il faut les garder très près de nous. Ce sont de très bons clients parce qu'ils nous proposent des choses et c'est, je pense, un luxe, c'est une chance d'avoir un aperçu de ce que le client a dans la tête, a dans le cœur en termes de préférence. C'est une consommation basée sur l'émotionnel du client. Il est habitué à te voir, il est habitué à voir ta marque, il est habitué à ta qualité et il se dit, tiens, j'aimerais bien que cette personne-là chez qui j'ai l'habitude de consommer commence à produire ce genre d'article-là. Donc c'est à nous de rester attentifs à ça. C'est aussi à nous de rester attentifs au-delà de ces besoins-là bien précis, de ce que le consommateur pourrait potentiellement vouloir. Et donc c'est à nous de faire un travail de recherche afin de proposer de nouvelles choses et de tester. Encore une fois, rien n'est linéaire. Il faut tester au niveau du consommateur, voir si ça l'intéresse ou pas. Ça l'intéresse ce qu'on fait en tabac, pourquoi pas continuer et décliner ce produit-là en plusieurs designs, en plusieurs coloris. Si ça ne l'intéresse pas, on change. Voilà, varier. Et Massamba Diop a dit quelque chose de très important pour moi. Souvent, les femmes sont beaucoup plus émancipées sur de s'approprier les produits africains que les hommes, par exemple. Qu'est-ce qui expliquerait cela? C'est au niveau de vous qui produisez ces choses-là, vous offrez plus de produits aux femmes apparemment. Je pense que tout ce qui touche au domaine de la créativité a une énergie féminine. Oui. A une énergie, une empreinte féminine. Lorsque je dis féminine, je ne parle pas du genre, je parle de l'énergie en tant que telle. Parce qu'en chaque homme, il y a une énergie masculine, une énergie féminine. Ce qui fait de vous des hommes, sur des hommes en tant que tel, c'est votre niveau de testostérone qui est plus élevé que votre niveau d'œstrogène. En tout cas. Voilà. Et votre énergie féminine est moindre que votre énergie masculine. Et l'énergie féminine en tant que telle, c'est la créativité, c'est le beau, c'est le vouloir produire, c'est mélanger, mixer différents types de matières. C'est quelque chose qui m'émeut personnellement. Et je pense que les artistes pourront en témoigner aussi. C'est quelque chose qui est beau à voir. Et je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup plus sensible par rapport aux femmes. Les femmes, elles, en plus de ça, passent beaucoup plus de temps à la maison. Donc, beaucoup de femmes passent beaucoup de temps à la maison et donc c'est important pour elles de rendre leur milieu à leur image, de rendre leur maison à leur image. Vous autres hommes, vous avez autre chose à faire. Déjà, ce secteur-là est catégoriquement laissé aux femmes, la décoration et autres. Exactement. Ils ont en charge tout ce qui est en rapport avec la maison. C'est ça, et pour les tenues aussi. Bamba, est-ce que vous avez fait le même constat? Est-ce que vous avez beaucoup plus de clientèle femmes qu'hommes? Nous, les hommes, on n'achète pas apparemment. 90% de mes clients sont des hommes. Wow. Ah bon? 90%. Ça, le Sénégalais, clients. Il est coquet, le Sénégalais est très coquet. Voilà. Mais en général, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que les hommes sénégalais accordent du crédit à leur habillement, par exemple? Ben oui. Par exemple, tu vois quelqu'un qui arrive pour acheter une tenue, finalement il achète 5 ou 6. D'accord.
Donc ça dépend. Et puis tout dépend des labels, hein, parce qu'il y en a des labels donc, qui ont pratiquement 90% des clients femmes. Ouais. N'est-ce pas? Donc depuis mes débuts, donc après l'ouverture de Bamba Sow Design Prestige, donc j'ai eu 90%. Tantôt des gens me posent la question même, est-ce que tu confectionnes pour les femmes, pour les dames? Je leur dis oui. Non, parce que tes tenues hommes sont plus visibles, en tout cas. Visibles, plus jolies. Je leur dis, c'est très normal. Donc, nos créations sont tellement magnifiques que même si je prends d'autres tenues, je les mets sur d'autres produits, de d'autres labels, ces tenues femmes-là ne peuvent pas être visibles quand même. Donc, voilà. D'accord. Et Moussa Niang, je pense, devait intervenir dans cette émission-là. Moussa Niang, il est le président, l'ancien président de l'association des artisans du Sénégal et il intervient dans la bijouterie. Je vais vous faire intervenir sur cela pour les 10 minutes qui nous restent. Comment est-ce que vous appréciez ce secteur-là, la bijouterie? Là aussi, nos artisans font des efforts sur le Made in Sénégal ou Made in Africa. Oui, je l'ai remarqué parce que tout d'abord, donc, j'ai grandi dans une famille de bijoutiers. Parce que, après tout, mon grand-père, il est artisan. C'est lui qui a initié même le village de Soumbodjoun, artisanal, dans l'aliment Ortiam. Donc, j'ai failli être un bijoutier. Mais vu que mon père était tapissier de Air Afrique, Air Sénégal, donc là, quand tu deviens un designer, c'est très normal, de couturier. Vous voyez, j'aime les bijoux et tout ça là, je les ai achetés ici au Sénégal. Donc, je leur dis mention spéciale, je leur félicite aussi parce qu'ils font de jolis trucs. Une appréciation, Madame Niang, du secteur de la bijouterie? Oui, je pense qu'on voit de plus en plus les bijoutiers créer de nouveaux designs et c'est beau à voir. Il y a différentes marques comme Cortanassi qui fait un très beau travail avec les artisans aussi. Ils ne demandent qu'à avoir la chance de pouvoir mettre à l'œuvre leur savoir-faire. Mais ils font de très belles pièces. Des produits qui veulent concurrencer tout ce qui nous vient de Dubaï. Bien sûr. Et je pense que la valeur, encore une fois, est dans la personnalisation. On a la chance de pouvoir avoir des articles qui soient durables et qui soient à notre goût et surtout personnalisables. Je veux dire, on n'a rien à envier à la compétition étrangère. Et eux, leur chance, c'est que la matière première est disponible. On a de l'or de Sabodola, par exemple. Surtout, vous l'avez dit vous-même. On a ça, on a de l'argent. Nous avons différentes pierres précieuses aussi qui ne sont trouvables qu'ici. Nous avons le bronze. Nous avons différents types d'or, comme vous l'avez dit. Et donc, on n'a rien à envier, vraiment pas. On avait limité le sujet au secteur juste de l'artisanat, mais le Made in Africa, c'est aussi l'alimentation, la restauration. Là, voilà, on a vu récemment le Thieboudian du Sénégal inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous qui voyagez souvent en Afrique, est-ce que notre patrimoine culinaire, nos plats là sont... Bon, là, présentement, le 29, je dois aller en Belgique pour... le Thieboudian Penda Mbaye, donc on parlait là avec Papis Niang qui l'a initié. Donc, vous savez, Thieboudian Penda Mbaye, ça fait partie de notre patrimoine. Et puis, quand d'autres nationalités essayent même de le récupérer, donc là, il y a problème. Il y a une dualité, en tout cas. Voilà, donc là, je félicite Papis Niang d'avoir initié cette tournée. Donc là, présentement, il est en train de faire des tournées en Europe et tout. Dans les autres pays. Et nous irons en Belgique le 29, Inch'Allah, pour toujours booster le Made in Sénégal, notre Thieboudian Penda Mbaye. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Votre appréciation de cet héritage culinaire-là, de Made in Africa, Madame Niang. La nourriture, c'est un élément qui rassemble tout le monde. Vraiment. Et c'est vrai que, comme Bamba l'a dit, lorsqu'on voit des Guinéens, non, des Nigérians ou des Ghanéens se battre pour qui a le meilleur jollof, vraiment, le Sénégal s'assoit et les regarde se disputer la course. Mais je pense que c'est important d'avoir une diversité au sein de notre alimentation.
Moi, je vais plus m'axer sur le fait que oui, nous sommes fiers de nos plats nationaux, mais c'est aussi important d'inclure les autres plats des autres pays. Ouais, surtout que c'est des plats aussi bons. Aussi bons et aussi diversifiés, qui sont très riches en fibres, très riches en minéraux, en vitamines. De Abidjan, par exemple. Oui, exactement. Nous avons des plats qui nous viennent d'Afrique de l'Est, nous avons des plats qui nous viennent du Gabon, qui ne mangent jamais le même plat en une semaine. Ils peuvent passer 10 jours et manger différents plats. Tout ça, tout simplement parce qu'ils ont une grande diversité, créativité au niveau de la cuisine. Donc je pense que c'est quelque chose que nous devons aussi un peu explorer en tant que Sénégalais. Je pense qu'on est très axé sur nos manières de faire. Nous devons sortir un peu de nos frontières, un peu de notre zone de confort et tester des plats qui demandent un peu moins d'huile, un peu moins de moutarde et un peu plus de fibres. Qui peuvent impacter sur la santé des autres. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau Bamba Sow Design. Un dernier mot. En tout cas, je tenais à vous remercier et à remercier ma sœur, Madame Nia. Ça a été un plaisir de vous avoir connu à travers de mon frère Khalifa. Et je vous dis que je vous souhaite de tout cœur pour que votre chaîne là soit parmi les meilleures. Inch'Allah. N'est-ce pas? Et puis je salue aussi la clientèle de Bamba Sow Design Prestige, la famille, tout le monde qui vous reconnaît à travers cette invitation. Je vous dis merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup, Madame Nia. Oui, merci à vous vraiment pour cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir venir parler du Made in Africa ici et du Made in Sénégal. Je pense que nous devons tous, autant que nous sommes en tant qu'Africains, donner beaucoup plus de valeur à notre artisanat, car c'est celui qui fera avancer notre pays dans la bonne direction. Exactement. Et voilà, n'hésitez pas à consommer local, à être patriote économique si vous ne l'avez pas été dans le passé, que ce soit une habitude de consommation qui petit à petit entre dans votre vie quotidienne, car il y a des personnes qui dépendent de ça, et il y a des personnes aussi pour qui c'est une passion. C'est important de pouvoir se soutenir communautairement parlant tous ensemble. Et oui, j'encourage beaucoup votre chaîne, le travail que votre chaîne fait. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui le font, en tout cas de la manière dont vous le faites. Je remercie aussi mes collaborateurs, Abdelkarim Inoussa, mes associés, ma famille aussi, toutes les personnes qui m'ont poussé, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui m'ont guidé aussi, mes mentors, qui m'ont aidé à être là où je suis aujourd'hui. Et voilà, j'espère que tout le monde passe un excellent ramadan. Il ne reste pas beaucoup de temps. Moins de 10 jours. Moins de 10 jours. Pour les jeunes et autres. En tout cas, merci beaucoup à vous qui étiez avec nous sur ce plateau, Madame Nia Aïcha, Bamba Sow Design, avec nous à travers l'application Zoom, Ibrahima Khalil Diouf depuis le Mali, mais aussi Massamba Diop, qui souhaitaient tous ces deux acteurs-là intervenir dans cette émission-là. Malheureusement, les contraintes techniques ne l'ont pas permis. Nous étions dans la tribune du mardi autour du thème Made in Africa, réalité, avantages et inconvénients, comme l'avait dit Thomas Sankara en 1984 lors de ce sommet à Addis Abeba, qu'il était venu habillé par la cotonnade, lui et sa délégation. Je pense que ce discours-là est encore important de le rappeler plus de 36 ans après. La tribune du mardi, c'est tous les 15 jours. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.